comment aborder l'œuvre d'un poète, de plusieurs poètes, et plus précisément de plusieurs poètes russes. Il y a sans doute de multiples possibilités, de multiples entrées radiophoniques pour découvrir l'univers poétique d'écrivains qui ne nous sont pas accessibles immédiatement parce que nous ne possédons pas la langue d'origine, parce que nous ne sommes peut-être pas tous familiers, historiquement parlant, de l'époque qui a vu leur talent s'affirmer. Leur vie, leur œuvre, des lectures de leur œuvre, oui. Il existe une autre formule évidente, lorsqu'il s'agit donc d'œuvres qui ne sont pas écrites en français, fréquenter leur traducteur. Alors, leur rythme, les sonorités, voire écouter les différences entre le russe écrit, le français dit. Le 10 janvier 2006, Blandine Masson proposait une rencontre avec le traducteur André Markovitch. Perspective contemporaine. Ce soir, André Markovitch lit et traduit à haute voix. Enregistré en public le samedi 17 décembre 2005 dans l'appartement d'Hélène Bliskin. L'année 1921 à Saint-Pétersbourg. Poème de Mayakovsky, Alexandre Bloch, Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam. En écho aux représentations de Platonov et à l'invitation d'Alain Françon et du Théâtre de la Colline, André Markovitch a donné à la fin du mois de novembre 2005 4 soirées de traduction improvisées de poètes russes de son choix. Nous souhaitions offrir aux auditeurs de France Culture un prolongement de ces soirées. Nous avons donc réfléchi, en compagnie d'André Markovitch, à la manière la plus juste d'enregistrer ces improvisations, captation dans le théâtre ou enregistrement en studio. Au fil de nos conversations, nous avons imaginé un lieu chaleureux, intime et inédit qui ne ressemblait à aucune des situations radiophoniques habituelles, un appartement au cœur de la ville. Grâce à l'amitié d'Hélène Bliskin et à sa passion pour les poètes russes, nous avons pu réaliser ce rêve d'une radio d'appartement et nous réunir ce soir autour d'André Markovitch. Moi, je voulais vous remercier tous d'être là. C'est comme en Russie. Vous savez, du temps de l'Union soviétique, les gens se retrouvaient et puis on chantait, on disait des poèmes. Moi, j'ai un peu connu ça, pas trop. J'ai connu ça. Je me souviens d'une soirée comme ça, pas en Russie, mais en France, quand j'avais 15 ans. Et j'étais chez le professeur Redkind, et il y a Viktor Nekrasov qui était là, et Alexandre Galitch, qui est un chanteur magnifique. Et c'était une soirée comme ça, mémorable. Et de se retrouver comme ça dans un lieu, et puis de dire de la poésie. Moi, je suis traducteur, donc c'est clair. Un traducteur, ça traduit. Je veux dire, c'est quelqu'un qui remplace un texte par un autre. C'est possible de le faire pour la prose? Possible, hein? C'est pas possible, mais enfin on dit que c'est possible puisque le bouquin existe. On fait comme si c'était possible. C'est possible de le faire pour le théâtre, puisque là la parole est prise en charge par des acteurs. Et avec Françoise Morvan qui est ici, on a traduit tout le théâtre de Tchekhov. Et en ce moment, il y a le Platonov dans la mise en scène d'Alain Françon qui est donné, qui est magnifique. Et c'est à l'occasion de ce Platonov que moi j'ai donné ces lectures à la Colline. Voilà. Je traduis de la poésie aussi.
Et je traduis de la poésie du 19e. J'ai traduit Eugène Onegin de Pouchkine. J'ai mis du temps, etc. Je pensais que ça ne serait pas possible, total. Bon, bref. Le livre existe aussi. Est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait, c'est autre chose. Mais il y a des textes que je ne traduis pas. C'est-à-dire, comment je ne les traduis pas? Je ne les traduis pas parce que je considère que je ne peux pas donner un équivalent écrit à ces textes-là. Et l'idée de ces lectures en russe est venue de là. Je ne peux pas donner, je ne me sens pas la capacité, c'est strictement personnel, mais vraiment, je ne me sens pas la capacité de donner un équivalent écrit de poèmes des poètes du XXe siècle, et plus particulièrement des poètes d'après la Révolution. Pour une raison très claire, et sur laquelle je voudrais juste parler un petit peu, pour expliquer ce qu'on va faire. C'est que, je le dis souvent, mais je voudrais le répéter, il y a une différence fondamentale entre la culture russe et la culture française. C'est la présence dans la culture russe de Pouchkine et la présence dans la culture française de Rimbaud. Les Russes, la littérature russe a énormément traduit. Le niveau des traductions en russe sont extraordinaires, et depuis le XIXe siècle. Mais il y a une chose que les Russes n'ont jamais pu traduire, c'est les derniers vers de Rimbaud. Parce que Rimbaud a mis la césure à la 7e syllabe. Je veux dire, dans un poème comme Mémoire, qui parle de la mort de la mémoire, du meurtre de la mémoire, Rimbaud écrit un alexandrin sans césure. Or, qu'est-ce que c'est qu'un alexandrin? C'est bien sûr 6-6, mais c'est pas ça. C'est la métrique classique, c'est la mémoire sociale de la poésie. C'est ce qui réunit la littérature et les gens. Je veux dire, je dis un alexandrin, j'ai pas besoin de dire Racine, Molière, Ronsard, je dis la langue française. Et toute personne ici présente qui est née dans la langue française se retrouve chez elle. Qu'est-ce que Rimbaud a fait en mettant la césure à la 7e syllabe? Il a cassé la mémoire. Il a rompu définitivement le lien entre la poésie et la société. Et c'est un état de fait. Ça veut dire que l'énorme richesse de la poésie française du XXe siècle est une réinvention constante de la mémoire. Chaque poète a sa propre mémoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Russie? La langue et les formes littéraires ont été créées par Pouchkine. Et ce qui s'est passé en 1917 a été une destruction des gens, une destruction de la mémoire par la création d'un homme nouveau. Enfin, on a voulu créer un homme nouveau. Ce qui fait que la poésie et les formes de la poésie, classique, se sont retrouvées porteuses, de la seule chose qui était humaine dans une vie que tout le monde considérait, que tout le monde vivait comme non humaine. C'est-à-dire que le thème de la mémoire devient chez les poètes russes, à vrai dire, le seul thème. J'exagère un peu, mais à peine. Et ce thème de la mémoire s'exprime en reprenant les formes de la poésie classique. Mais si moi, à supposer que j'ai la capacité de le faire, que je puisse traduire un poème de Mandelstam ou un poème de Anna Akhmatova en respectant cette forme, encore une fois, à supposer que je puisse le faire, ce qui n'est pas le cas. Ça demande une technique énorme. Mais qu'est-ce que je ferai? Je ferai un contresens historique, puisque en France, ces formes sont vieilles. Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je fais? Je ne rends pas compte
de la raison pour laquelle ces poèmes ont été écrits, de leur valeur, pour ainsi dire, mémorielle. Et l'idée m'est donc venue de dire ces poèmes en russe et de traduire en mot à mot directement, en expliquant d'où ça vient, comment ça fait, qu'est-ce que ça fait, qui parle avec qui, profitant encore du fait que ce que je peux dire par oral, ça demande beaucoup plus de temps que l'écrire. Et que, en le disant, à chaque fois, on invente des choses nouvelles, tout le temps. Puisque c'est des poèmes tellement magnifiques, tellement infinis, qu'on n'a jamais fini de les découvrir. Donc voilà. C'était ça un peu l'idée de ces soirées-là. Qu'on entende le russe. Puisque c'est des poèmes qui ont été écrits en russe et pour des Russes. Il se trouve que c'est des poèmes magnifiques et que donc on en a besoin aussi. Voilà. L'idée m'est venue de regrouper un certain nombre de textes autour d'une année pour faire un cycle. C'est l'année 1921. L'année 1921 parce que, comment dire, c'est la fin de la guerre civile, l'instauration du régime bolchevique, enfin en temps, pour ainsi dire, de paix, si on peut appeler ça un temps de paix, c'est la famine, c'est la mort d'Alexandre Blok, le plus grand poète russe de l'époque. Et Alexandre Blok, en mourant, fait un discours qui s'appelle « De la destination du poète », c'est-à-dire un discours sur Pouchkine, où il dit que ce qui a tué Pouchkine, ce n'est pas la balle d'un Français, puisque vous savez que Pouchkine a été tué par un imbécile français qui était là, qui ne parlait pas russe, qui ne savait pas que Pouchkine était Pouchkine. Il pensait que juste c'était Pouchkine, était le mari de Madame Pouchkine, Dantès. Que donc Pouchkine n'a pas été tué par Dantès, mais par l'absence d'air. Et Blok dit « Laissez-nous respirer avec le nom joyeux de Pouchkine ». Et il accompagne son discours d'un poème, son dernier poème. Je ne vais pas vous lire en entier, il est un peu long, mais je voudrais juste vous en lire une strophe comme une exergue. Ce poème s'appelle « À l'Académie des sciences ». Et c'est très sérieux. Imaginez un poète français écrivant une ode à l'Académie des sciences. Mais il se trouve que l'Académie des sciences, en 1921, avait réuni tous les manuscrits de Pouchkine. Et Блок dit « Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. » C'est-à-dire, Pouchkine, je le traduis littéralement, puis après j'explique. Pouchkine, nous avons chanté à ta suite, Tainu Svabodo, la liberté secrète. Donne-nous la main, v'ni pagodo, dans le mauvais temps. Pomagi v'ni moi barbe, aide-nous dans la lutte muette. Taina Svaboda, la liberté secrète, c'est une citation de Pouchkine. Pouchkine disant que cette liberté secrète, c'est-à-dire la liberté de la personne, aucun pouvoir ne peut l'enlever, puisqu'elle est innée en nous. Et Nipagoda, le mauvais temps, qui paraît bizarre, c'est une autre citation de Pouchkine. C'est une métaphore du romantisme russe pour parler de la révolution. L'orage, le mauvais temps, le vent. On parlera du vent. Et donc, toute la poésie russe se trouve sous l'égide de cette strophe et de Pouchkine. Mais avant de vous lire Akhmatova et Mandelstam, je voulais vous lire le poème le plus court de Maïakovski. Vladimir Maïakovski, qui a écrit 6 vers, pas sur Pouchkine. Et alors qu'il écrivait à ce moment-là des grandes fresques épiques, magnifiques d'ailleurs. Je vous lis ce poème en russe. Горе, c'est le titre. Тщетно отчаянный вечер бился нечеловече. Капли чернеющей
крови, стынут крышами кровель, и овдовевшая в ночи вышла луна одиночить. Maintenant, je vous le traduis. Mais je voulais d'abord qu'on l'entende en russe. Горе. Горе, c'est le malheur. Il y a deux mots en russe pour dire malheur. Il y a beda. Beda, c'est un malheur matériel. Горе, c'est beaucoup plus que ça. Ça engage toute la vie. Горе. Et Maïakovski, c'est un peu... Je peux vous dire le rythme? Ta 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 tan ta ta tan tan. Tan ta ta tan ta ta tan ta. C'est un rythme que Maïakovski invente sur le coup. Mais c'est le rythme qui lui vient du mot горе. Accent, 2 syllabes, accent sur la première syllabe. Горе. L'accent, le russe est une langue accentuée. Et c'est très important de ne pas se tromper d'accent. Тщетно отчаянный ветер, littéralement. Ветер, le vent. Тщетно, vainement. Отчаянный, désespéré. Le vent, vainement, désespéré, mais тщетно, отчаянный ветер. C'est la même sonorité, hein. Tch, v, tch. Et la première fois que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu comme ça. Je l'ai lu тщетно отчаянный вечер. Et j'ai fait un lapsus. J'ai mis вечер, qui veut dire le soir, au lieu de ветер, qui veut dire le vent. Mais dans le vent, ветер, il y a вечер, le soir. Et d'autant plus qu'il y a le deuxième vers, бился нечеловече. Бился, ça veut dire se battait, se débattait. Нечеловече, c'est un mot qu'il invente, c'est un adverbe que Maïakovski invente, littéralement non humainement. Человек, c'est l'homme. Нечеловече n'existe pas. Mais je comprends que ça veut dire non humainement. Че. Нечеловече. Et du coup, le mot ветер, le vent, porte en lui-même вечер, le soir. Et le soir et le vent portent ce qui n'est pas humain. Ou le mot de l'homme, человече. Point. Ça va? On va continuer comme ça. Капли чернеющей крови стынут крышами кровель. Littéralement. Капли, les gouttes, чернеющей крови, d'un sang, кровь, чернеющая, qui noircissant, qui noircit, стынут крышами кровель. Littéralement, refroidissent comme des крыши, des toits, кровель, sur des toits. Il y a deux mots pour dire un toit en russe. Крыша, кровля. Je traduis littéralement, les gouttes de sang qui noircissent refroidissent comme un toit sur un toit. Mais кровь, c'est le sang. Кровля, le toit. Comme si le toit et le sang, c'était la même chose. Et чернеющий, qui noircit, porte le tch, de человек, de l'homme, et вечер, le soir. Et porte le tch, de tchetna, vainement, désespéré. Ça va? Et on continue le troisième petit distique.
И овдовевшая в ночи вышла луна одиночить. Littéralement, est devenue veuve dans la nuit, вышла est sortie, луна, la lune, вышла est sortie, одиночить est un mot qui n'existe pas. Maïakovski invente les mots. Il y a le mot одинокий, qui veut dire solitaire. Одиночить est un verbe créé pour signifier être solitaire, mais qui n'existe pas, que Maïakovski invente. Одиночить est devenue veuve dans la nuit, la lune est sortie, solitaire, je ne sais pas comment dire ça. Je retraduis. Le vent, vainement désespéré, se torturait, se battait, se débattait inhumainement. Les gouttes d'un sang noircissant refroidissent comme des toits sur un toit. Et, devenue veuve dans la nuit, la lune est sortie être solitaire, je ne sais pas, être solitaire. Comme si le mot solitaire, comme si l'adjectif portait un verbe actif. Je le redis en russe. Тщетно отчаянный ветер бился нечеловече. Капли чернеющей крови стынут крышами кровель. И овдовевшая в ночи вышла луна одиночить. Voilà. Le poème le plus court de Maïakovski. Ça, c'était l'atmosphère de cette année-là, de cette époque-là. Anna Akhmatova. Ça va? On a besoin de se reposer? Ça va. Il va sans dire que Anna Akhmatova ne fréquentait pas Maïakovski. Elle se connaissait. Mais Maïakovski n'était, ne cessait pas d'attaquer Anna Akhmatova en disant que c'était le monde vieux. Voilà. Et donc, mais bon. Mais il se trouve quand les poètes russes, les écrivains russes ont fêté Pouchkine en 1921, alors qu'il n'y avait aucune raison particulière de fêter Pouchkine. Je veux dire, bon, on a inventé un anniversaire de Pouchkine, c'est tombé sur l'anniversaire de sa mort, puisque un anniversaire c'est tous les ans, donc bon, on a fêté l'anniversaire de sa mort le 7 février 1921. Tous les écrivains russes vivant en Russie, y compris Maïakovski, y compris les futuristes les plus, on dit liavoués en russe, pas à gauche, mais les plus fanatiques, ont tous signé un texte pour soutenir le discours d'Alexandre Blok, y compris Maïakovski. C'était la seule fois où Maïakovski s'est retrouvé sur la même pétition ou sur le même texte avec, par exemple, Osip Mandelstam et Anna Akhmatova. En 1921, en août 1921, il y a eu une rupture. D'abord, Alexandre Blok est mort. Il était malade. Il s'est en fait laissé mourir. Qui a été un traumatisme majeur pour toute la littérature russe. Il avait 41 ans. Et puis, l'ancien mari de Anna Akhmatova a été fusillé, Nikolai Gumilov, qui était aussi un grand poète. Anna Akhmatova a écrit 2 poèmes que je voulais vous lire. Le premier, c'est une espèce de chanson populaire. Не бывать тебе в живых, со снегу не встать. 28 штыковых
огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля. C'est une chanson populaire. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Devant un rythme pareil, un paysan russe se met à danser. Encore une fois, imaginez un poète français du XXe siècle écrivant un poème ce poème-là dans un rythme de comptine. C'est réellement un rythme de comptine. Ta 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 ta. Et voilà ce qu'elle dit. Не бывать тебе в живых, c'est une façon populaire de dire tu ne seras plus vivant, tu es mort. Не бывать тебе в живых. Littéralement, tu ne seras plus vivant, tu es mort. Со снегу не встать. Tu ne te relèveras pas de la neige, de sur la neige. 28 штыковых, littéralement 28 à la baïonnette. Огнестрельных 5, 5 par arme à feu. Sans autre commentaire que ça. 28 à la baïonnette, 28, pas 27, 28 à la baïonnette, 5 par arme à feu. Et puis la chanson repart. Горькую обновушку другу шила я. Littéralement, обнова, c'est en fait le trousseau de mariage, un habit neuf. C'est un amer trousseau que j'ai cousu pour mon ami. Любит, любит кровушку русская земля. Elle aime le sang, la terre russe. Кровушка, кровь, c'est le mot de Mayakovsky, le sang. Кровушка, c'est un mot de chanson populaire. C'est un mot paysan. Un mot de... Ouais. Comme ça, de chanson. Même pas de conte, mais de chanson. Et quand, en russe, dans le russe populaire, pas dans le russe que je parle moi, on lit « любит, любит », elle aime, c'est pour dire « elle aime beaucoup ». Je répète, tu ne seras plus vivant, tu ne te lèveras pas de la neige, de sur la neige. 28 à la baïonnette, 5 par arme à feu. C'est un amer trousseau que j'ai cousu pour mon ami. Elle aime le sang, la terre russe. Не бывать тебе в живых, со снегу не встать. 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля. Et c'est clair que ce n'est pas un poème personnel. C'est la première fois que Anna Akhmatova parle naturellement au nom de la Russie. On connaît Anna Akhmatova comme un poète lyrique, comme un poète d'amour. Voilà. Et dans un autre poème, le poème Requiem, qu'on n'aura pas le temps de lire, qu'elle a écrit pendant la terreur stalinienne, elle dit, les 4 premiers vers, c'est « Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Je vous traduis littéralement. « Нет, и не под чуждым небосводом » non, et pas sous des cieux étrangers. Et pas « не под защитой чуждых крыл » littéralement, et non pas
sous la défense d'ailes étrangères. Я была тогда с моим народом. J'étais alors avec mon peuple. Там, где мой народ, к несчастью, был, là où mon peuple, par malheur, était. Et c'est une chose qui est très... D'abord, et sous la défense d'ailes étrangères, c'est une citation de Pouchkine. C'est-à-dire, à ce moment-là, faire un poétisme, qu'est-ce que c'est que les ailes étrangères? C'est un poétisme dans lequel est le sens de toute la vie. C'est je garde la langue, je garde les images, même dans la prison stalinienne de Pouchkine, et c'est pour ça que je ne suis pas morte. Ça c'est Anna Akhmatova. Et Anna Akhmatova, vous comprenez, on dit oui, les poètes ont été persécutés. Après, on lira des poèmes de Mandelstam qui est mort dans les camps. Mais tout le monde était persécuté. Les poètes comme les autres. Et c'est ça qu'il faut dire. On parle de tous les gens. Et la poésie russe est là pour dire ça. Il ne s'agit pas du destin malheureux d'un individu, mais de tous les individus, parce que chaque individu était dans la même situation. Ça, c'était une chanson. Et je cherche ma bouteille d'eau. Ça va ? La même année, 1921, tout de suite après l'exécution de Nikolai Gomilov, et beaucoup de gens avaient, en particulier Gorky d'ailleurs, avaient fait des démarches auprès des différentes instances du pouvoir soviétique pour sauver Gomilov, et Gomilov avait été fusillé. Anna Akhmatova a écrit un poème que je vais vous lire. Je vous lis d'abord en russe, puis je traduis. Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеною слышен стук зловещий. Что там? Крысы, призрак или вор? В душной кухне плещется водою, половицам шатким счет ведет. С глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет и притихнет. Как он зол и ловок, спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескивание дул в грудь мою направленных винтовок. Лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Боже, мир душе моей верни. Запах тления, обморочно сладкий, веет от прохладной простыни. Je vous le traduis maintenant. Le rythme de ce poème-là, on en parlera un peu plus tard. Mais j'en aurai besoin. Mais je vous demande de vous en souvenir. Ta ta tam ta tam ta 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 tam ta. Juste comme ça. Après, on en parlera. Et comment traduire ça? Ta ta tam ta tam ta 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 tam ta. Et moi, en russe, je lis ça, et ça me fait quelque chose. Страх во тьме, перебирая вещи. Страх, la peur. Во тьме, перебирая вещи. Dans les ténèbres, dans le noir, littéralement, перебирая вещи. Soit farfouillant dans les choses, soit faisant la liste des choses.
Лунный луч наводит на топор. Littéralement, наводит, amène, лунный луч, le rayon de la lune, sur la hache. Лунный луч наводит на топор. Лунный луч, comme si луч, le rayon, et луна, лунный, c'était la même chose. Наводит на топор, la hache. Je demande souvent si vous vous souvenez de toutes les haches qu'il y a dans la littérature russe. Je dis réellement que l'étude des haches dans la littérature russe est un sujet magnifique, tragique. Puisque ça commence par déjà la fille du capitaine de Pouchkine. Quand Pougatchev, vous savez, au mariage, tout à coup il se promène avec la hache. Et puis Raskolnikov, il tue avec quoi? Il tue avec une hache. Et qu'est-ce qu'on entend à la fin du 4e acte de la Cerisay? Des bruits de hache. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La hache, dans la... Comment dire? En Russie, tapor, c'est l'arme de la paysannerie. C'est l'arme de la jacquerie. L'arme devant laquelle il n'y a absolument rien à faire. On dit en russe « Вот Иван идет, с топором идет ». Il y a Ivan qui arrive, le paysan. Ivan qui arrive, il arrive avec la hache. Ça veut dire foutez le camp. Il y aura pas de salut. Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. La peur dans la nuit, faisant la liste des choses, amène le rayon de lune sur la hache. За стеной слышен стук зловещий. Derrière le mur, on entend quelqu'un qui frappe, зловещий, d'une façon menaçante. Что там? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Крысы? Est-ce que c'est des rats? Призрак? Est-ce que c'est un fantôme? Или вор? Ou est-ce que c'est un voleur? В душной кухне плещется водою. Littéralement, dans la cuisine étouffante, il se clapote comme de l'eau. Pas il clapote. Comme si le verbe clapoter était pronominal et impersonnel. Je ne sais pas comment traduire ça. Cela clapote, водой, avec de l'eau ou comme de l'eau, dans la cuisine étouffante. Половицам шатким счет ведет. Ça fait le compte des lattes de plancher qui grincent. Глинцевитой черной бородою за окном чердачным промелькнет. Cela fuse comme avec une barbe noire, глинцевитая, comme du jet, derrière la fenêtre du grenier. Cela fuse avec une barbe noire de jet derrière la fenêtre du grenier. И притихнет. Et se tait. Как он зол и ловок, comme il est méchant et habile. Tout à coup, il. Спички спрятал. Il a caché les allumettes. И свечу задул. Et il a soufflé la bougie. Et puis après, il y a autre chose. Лучше бы поблескивание дул в грудь мою направленных винтовок. В грудь мою. Je traduis littéralement. Mieux vaudrait le miroitement des canons de fusil dirigés sur ma poitrine. Грудь, la poitrine. Лучше, mieux. Поблескивание дул. C'est la seule fois que le mot canon de fusil, дул, est employé à la rime. Sauf que nadul,
ça veut dire souffler la bougie. Et du coup, le mot doula, qui veut dire un canon de fusil, et rien d'autre, se trouve comme en quelque sorte contaminé. Parce que c'est ça, la poésie, c'est les sons qui se contaminent les uns les autres. Comme si dans le canon de fusil, il y avait un souffle, ou comme si dans le souffle, il y avait un canon de fusil. Je ne sais pas. Mais comme si le canon de fusil respirait. Лучше бы на площади зеленой, на помост некрашенный прилечь. Mieux vaudrait, sur une place verte, je ne sais pas pourquoi verte, se coucher sur un échafaud de bois brut. И под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Et sous les cris de joie ou sous les sanglots, красной кровью до конца истечь, laisser couler tout son sang rouge. Je vais revenir après sur le mot à mot. Hein. Je ne veux pas vous perdre. C'est un peu compliqué. Прижимаю к сердцу крестик гладкий. Je serre contre mon cœur une croix plate. Vous savez pourquoi plate? Parce que les croix orthodoxes ne représentent pas le crucifix. Боже, мир душе моей верни. Mon Dieu, redonne la paix à mon âme. Запах тления, обморочно сладкий, l'odeur de la décomposition, douce à s'en évanouir, l'odeur de la décomposition, douce, sucrée même, à s'en évanouir, веет от прохладной простыни, souffle comme du vent depuis le drap frais. La peur faisant dans la nuit la liste des choses amène le rayon de lune sur la hache. Derrière le mur, on entend un bruit menaçant. Qu'est-ce que c'est? Des rats, un fantôme ou un voleur? Dans la cuisine étouffante, cela clapote avec de l'eau, comme de l'eau. Cela fait le compte des lattes du plancher qui grincent. Avec sa barbe noire de jet, cela fuse derrière la fenêtre du grenier et cela se tait. Comme il est méchant et habile. Il a volé les allumettes et soufflé la bougie. Mieux vaudrait le miroitement des fusils dirigés sur ma poitrine. Mieux vaudrait, sur une place verte, me coucher sur un échafaud de bois brut et sous les cris de joie ou les sanglots, laisser répandre tout mon sang. Je serre contre mon cœur une croix lisse. Mon Dieu, rends la paix à mon âme. L'odeur de la décomposition, douce à s'en évanouir, vient, souffle depuis le drap frais. Je peux vous redire le poème en russe? Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеной слышен стук зловещий. Что там, крысы? Призрак или вор? В душной кухне плещется водой, половицам шатким счет ведет. С глинцевитой черной бородой за окном чердачным промелькнет и притихнет. Как он зол и ловок. Спички спрятал и свечу задул. Лучше бы поблескивание дул в грудь мою направленных винтовок. Лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под клики радости и стоны красной кровью до конца истечь. Прижимаю к сердцу крестик гладкий, Боже, мир душе моей верни. Запах тления, обморочно сладкий, веет от прохладной простыни. 1921, Анна Ахматова. Реквием, 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Место предисловия.
Dans les années terribles de la Yezhovshchina, j'ai passé 17 mois dans les queues des prisons à Leningrad. Un jour, quelqu'un me reconnut. Alors, la femme qui se tenait derrière moi aux lèvres bleues, et qui jamais de sa vie, bien sûr, n'avait entendu mon nom, se réveilla de l'habitude qui était nôtre et me demanda à l'oreille. Là-bas, tout le monde chuchotait. Et ça, vous pouvez le décrire? Et je dis, je peux. Alors, quelque chose comme un sourire glissa sur ce qui, jadis, avait été son visage. Посвящение. Перед этим горем гнутся горы, не течет суровая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли, там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердце вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный мой привет. La même année 1921, Osip Mandelstam, qui était un grand ami d'Anna Akhmatova, juste à ce propos, je fais une incise, mais du temps de... Je me souviens plus de... À la fin des années 20, on a demandé à Mandelstam, et c'était une question de provocation, de qui êtes-vous le contemporain? Alors que lui disait que je ne suis le contemporain. Нет никогда ничей я не был современник. Je n'ai jamais été le contemporain de personne. Mandelstam a dit Я современник Akhmatovой. Je suis le contemporain d'Akhmatova. Osip Mandelstam s'est trouvé au Caucase. Être au Caucase en 1921. Enfin, il a beaucoup voyagé. Et au Caucase, il y avait déjà la guerre civile. C'était... Elle a écrit... Je ne sais pas. Il a écrit ça en 1921. Je ne connais pas assez la biographie de Mandelstam pour savoir s'il a écrit ce poème après le poème que je vous ai lu d'Akhmatova ou avant, si c'est Akhmatova qui répond ou si c'est Mandelstam qui répond. Mais je voudrais vous lire ce poème-là.
Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре. Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, и земля по совести сурова. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее. Чище смерть, соленее беда. И земля правдивей и страшнее. Avant de traduire ce poème, là je vais revenir sur le rythme, sur le maître et sur le rythme de ce poème. Le maître de ce poème est un maître très rare dans la littérature russe. Il a été utilisé une fois par Anna Akhmatova en 1921 et avant une seule fois. Une fois dans le dernier poème d'un grand poète romantique russe, Mikhail Lermontov, mort en duel au Caucase en 1841, à l'âge de 27 ans. Et je vous lis, sans traduire pour l'instant, je vous dis le début. Oui, parce que quand je dis je lis, c'est un russisme. Parce que мы говорим читаем, enfin on dit je lis, mais bon, c'est comme ça. Pour dire quoi. Voilà le poème de Лермонтов. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Enfin, ça continue, mais là je vous le traduis. Выхожу один я на дорогу, je sors seul sur la route. Сквозь туман кремнистый путь блестит. À travers le brouillard, кремнистый путь, le chemin de silex, блестит, reluit. Ночь тиха, la nuit est paisible. Пустыня внемлет Богу. Le désert écoute ou entend, c'est le même mot, Dieu. Le désert écoute Dieu. И звезда звездою говорит, et l'étoile parle avec l'étoile. Ta-ta-tan, ta-tan, ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-tan, ta-ta-ta-tan. И Мандельштам. Умывался ночью на дворе, та-та-там, та-там, та-та-та-там. Je vous traduis le sens. Умывался ночью на дворе, c'est en fait une phrase toute simple, absolument c'est de la prose banale. Je me lavais la nuit dehors. Mais c'est pas ça. Parce qu'en russe, on peut omettre le pronom personnel. C'est pas je me lavais la nuit dehors. C'est tu te lavais la nuit dehors, ou je me lavais la nuit dehors, ou il se lavait la nuit dehors. Il n'y a pas de sujet. Se, me, te lavait la nuit dehors. Enfin, umyval, ça c'est pas me laver, c'est je faisais ma toilette. La nuit dehors. Твердь сияла грубыми звездами. Твердь, le ciel, сияла, luisait, грубыми звездами, d'étoiles grossières. D'étoiles grossières. C'est pas tout à fait ça. Tвердь, c'est le ciel. Mais nous, quand on parle du ciel, on ne dit pas Tвердь. On dit небо. Tвердь, c'est le mot religieux. Et ça veut dire
le ciel, c'est comme la racine du mot, c'est tvorde, solide, dur. Comme on dit, le firmament, hein, ce qui est solide, dur. Le ciel, dur. Luisait d'étoiles грубые звезды. C'est des étoiles grossières, mais c'est aussi des étoiles non travaillées. Un matériau brut. Mais ça peut être aussi vulgaire. C'est tous ces sens-là à la fois. Грубые звезды, c'est des étoiles littéralement non travaillées. Грубые. Звездный луч, как соль на топоре. Littéralement, le rayon des étoiles, de l'étoile, comme du sel sur la hache. Vous vous souvenez chez Anna Akhmatova? Лунный луч наводит на топор. Que la peur amène le rayon de la lune sur la hache. Et là, le rayon de l'étoile, c'est comme du sel sur une hache. Alors vous imaginez, vous voyez l'image. La hache, le blanc-gris de la hache, de l'étoile, hein, et le sel. Стынет бочка с полными краями. La barrique pleine d'eau refroidie, littéralement. C'est ça que ça veut dire. Donc, je faisais ma toilette dehors, la nuit. Le ciel luisait d'étoiles brutes. Le rayon d'étoiles, c'est comme du sel sur une hache. Ou sur la hache. Oui, parce qu'en russe, il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas d'article. Donc je ne sais pas si c'est la hache ou si c'est une hache. Le rayon est du sel sur hache. Sur la hache, une hache. La barrique pleine d'eau refroidie. Après, il dit На замок закрыты ворота. Là encore, c'est une phrase, mais toute simple. C'est varata, le portail, закрыты, fermé, на замок, à la serrure, à la clé, quoi. Le portail fermé à clé. И земля по совести сурова. Et la terre est, земля, la terre, по совести, est en conscience, сурова, austère, dur. Et après, il y a deux vers très compliqués. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Littéralement, je doute qu'on puisse trouver une base plus propre que la vérité de la toile ou du drap frais. De la toile fraîche ou du drap frais. Sauf que, en russe, pravda, c'est vrai, c'est la vérité, mais c'est la justice. Les deux notions sont absolument liées. Je doute que l'on puisse trouver une base plus juste que celle de la toile svежая, c'est-à-dire fraîche. Mais quelle toile? Est-ce que c'est la toile du peintre? Est-ce que c'est la toile, juste la serviette qui lui sert à se... comment dire, à s'essuyer? C'est naturellement tout ça ensemble et beaucoup d'autres choses. La toile fraîche, de la toile non, mais aussi non peinte, comme les étoiles sont brutes. Comme si, en fait, la toile, c'était le ciel. Ça va? Тает в бочке, словно соль, звезда. Littéralement, fond dans la barrique comme du sel, l'étoile. L'étoile fond dans la barrique comme du sel. И вода студеная, чернее, et l'eau студеная, glacée, чернее, et plus noire. Чище смерть, plus propre est la mort. Соленее, беда, plus salé est le malheur. И земля правдивей и страшнее, et la terre plus véridique ou plus juste
et plus effrayante. Je faisais ma toilette dehors, le ciel luisait d'étoiles brutes. Le rayon de l'étoile comme du sel sur la hache. La barrique pleine d'eau refroidie. Le portail est fermé à clé, et la terre est en conscience, austère. Je doute qu'on trouve une base plus juste ou plus vraie que celle de la toile fraîche, non peinte. Les toiles fondent dans la barrique comme du sel, et l'eau glacée devient plus noire. La mort est plus propre, le malheur plus salé, et la terre plus véridique ou plus juste, et plus effrayante. Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Лунный луч, как соль на топоре. Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, и земля по совести сурова. Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, и земля студеная, чернее. Чище смерть, соленее беда. И земля правдивей и страшнее. Mais je peux prendre encore un peu plus de temps, faire une autre traduction de ça. C'est que le mot tvert, c'est le ciel religieux, le firmament. Mais le mot smert, c'est la mort. Et tout le poème, mais là on n'aura pas le temps, est un tressage, comme les fils d'un tissu, des sonorités de tvert et de smert. V, T, V, S, T. Tout ce poème ne parle que de ça. Et si on fait une autre traduction, alors il faut suivre les consonnes. Là, on n'aura pas le temps, mais c'est un autre niveau du poème. Умывался ночью на дворе. Умывался, déjà levé. Ночью на дворе. Двор, la cour dehors. Твердь сияла. На дворе, двор. Le D-V auquel répond le... Enfin, sonore. D-V auquel répond le sourd. T-V. Enfin bon, c'est trop compliqué là maintenant de le faire comme ça. Mais il faudrait passer des heures et des heures à voir comment ils tissent les sonorités et ce que c'est que réellement la toile fraîche. Parce que Asnova, c'est la base, c'est aussi la trame d'un tissu. Donc voilà, un patron, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. La réponse à Anna Akhmatova, ou est-ce que c'est Anna Akhmatova qui répond à Mandelstam? Mais vous voyez, là encore, je peux le dire, et je peux vous le dire parce que je ne le traduis pas. Si je le traduisais, vous auriez sans doute quelque chose qui est très beau, à supposer que, encore une fois, qu'on puisse le faire, mais vous n'auriez pas ni Lermontov,
Parce que vous, naturellement, vous ne connaissez pas Lermontov. Alors que ce poème n'existe que parce que Mikhail Lermontov est mort au Caucase. Et que le Caucase est, dans toute la littérature russe, et pas simplement dans la littérature, mais dans la vie, une terre de mort. Et que ce qui se passe maintenant en Tchétchénie a des raisons qui remontent à 1810 ou 1790. Et la littérature russe parle aussi de ça. Et ça, c'est des choses que je ne peux pas traduire, mais que je peux dire et qu'on peut partager. Et puis, si vous avez encore un peu de courage? Ça va? Le poème est un peu long, mais c'est... Bon, c'est comme ça. En 1921 aussi, Mandelstam était, comment dire, il était poursuivi par la présence de Lermontov. Et encore une fois, toujours en faisant des échos, quel poète français contemporain peut être, je ne sais pas, poursuivi par Lamartine? Vous voyez, parler à Lamartine comme un interlocuteur non pas privilégié, mais intime. Et quand je dis Lamartine, c'est pas Lamartine, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'appelle Концерт на вокзале, le concert à la gare. C'est un poème très, très célèbre. Je vous le lis en russe. Нельзя дышать, и червь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пения аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк, вокзала, шар стеклянный, железный мир опять заворожен, на звучный пир в Элизиум туманный торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепианный. Я опоздал, мне страшно, это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, скрипичный строй в смятении и в слезах, ночного хора дикое начало и запах роз в гниющих парниках, где под стеклянным небом ночевала родная тень в кочующих толпах. И мнится мне, весь в музыке и пении, железный мир так нищенски дрожит. В стеклянные я упираюсь сени. Куда же ты? На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит. Je vous le traduis. Ça part d'un fait tout à fait banal, réel, d'un concert. Vous savez, il y avait la gare de Pavlovsk, à côté de Pétersbourg. C'est une ville de villégiature. Il y avait une gare, vous savez, comme on construisait les gares au 19e siècle en verre, quoi. Donc on y organisait, comme dans toutes les gares, c'était des lieux de casino, de promenade, de concerts, etc., etc., etc. Si vous avez lu l'Idiot, eh ben, toute la deuxième partie de l'Idiot se passe à Pavlovsk, dans le parc. Donc voilà. Comme Dostoïevski est présent dans ce poème, de même Crime et Châtiment est présent dans le poème d'Akhmatova, sur le voleur, le fantôme ou le rat, et sur la hache. Quand l'odeur de la décomposition, sucrée à s'en évanouir, qui vante, souvenez-vous du rôle de l'odeur dans Crime et Châtiment. Et souvenez-vous des rêves de Raskolnikov, et comment il s'évanouit à cause de l'odeur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La poésie n'est pas un monde clos. Il y a Dostoïevski derrière. Et donc voilà, le poème dit ça. Je vais vite, parce qu'on est fatigué. Нельзя дышать. On ne peut pas respirer.
и твердь кишит червями. Твердь et le ciel, mais on connaît ce mot maintenant. Tвердь, le ciel religieux, кишит червями, grouille de vers de terre. Et le ciel grouille de vers de terre. И ни одна звезда не говорит. Et pas une seule étoile ne parle. Vous vous souvenez du poème de Lermontov? Et l'étoile parle avec l'étoile. Et Mandelstam dit, on ne peut pas respirer, le ciel grouille de vers de terre, et pas une seule étoile ne parle. 1921. Но видит Бог, mais Dieu le voit. Есть музыка над нами, il est une musique au-dessus de nous. Дрожит вокзал от пения аонит, la gare tremble du chant des аониdes, enfin des muses. И снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Et à nouveau, déchiré par les sirènes des locomotives, l'air des violons, mais l'air au sens de l'air qu'on respire, l'air des violons est lié. L'air déchiré par les sirènes des locomotives, et qui est en fait l'air des violons, l'air que respirent les violons, se retrouve lié à nouveau. Ça va? Огромный парк, un parc immense. Вокзала, шар стеклянный, le globe de verre de la gare. Hein, et il faut se souvenir naturellement du globe de verre, enfin bon bref, de toute l'importance que ça a pour l'utopie, enfin, etc. Железный мир опять заворожен. Le monde de fer est à nouveau envoûté. И на звучный пир в Элизиум туманный торжественно уносится вагон. Littéralement, un wagon part solennellement à un festin sonore vers l'Élysée brumeux. Tout ça, c'est des phrases de Lermontov et de Pouchkine. Pavlini крик, le cri des pans, и рокот фортепианный, et le fracas du piano. Я опоздал, je suis en retard, puisque je ne vis plus dans ce monde, ni de Dostoïevski, ni de Pouchkine, ni de Lermontov. Je suis en retard. Мне страшно, j'ai peur. Это сон, c'est un rêve. И я вхожу в стеклянный мир, лес вокзала, et j'entre dans la forêt de verre de la gare. Скрипичный строй в смятении и в слезах. La structure des violons, enfin le stroy, je ne sais même pas comment dire ça. Stroy, c'est la structure, c'est l'armée aussi des violons est pleine de troubles et pleine de larmes. Ночного хора дикое начало. C'est l'origine, comment dire, farouche d'un chœur nocturne. И запах роз в гниющих парниках. Et il y a l'odeur des roses dans les serres pourries qui sont en train de pourrir. Где под стеклянным небом ночевала родная темь в кочующих толпах. Ces serres qui sont en train de pourrir, et là où, sous un ciel de verre, avait passé la nuit une ombre bien-aimée dans les foules errantes. Quelle ombre bien-aimée, je ne sais pas. Mais c'est à chacun de voir. Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est une femme aimée? Est-ce que c'est le 19e siècle? Est-ce que c'est la Révolution? Je ne sais pas. Mais je reviendrai sur le mot à mot après. J'entre dans la forêt de verre de la gare. L'armée des violons est pleine de troubles et de larmes. C'est l'origine farouche du chœur nocturne. Et l'odeur des roses dans les serres pourries, où, sous le ciel de verre, avait passé la nuit une ombre bien-aimée dans les foules errantes. И мнится мне, et j'ai l'impression, весь в музыке и пении железный мир так нищенки дрожит, que plein de musique et plein d'écume, le monde de fer tremble нищенски, comme un mendiant. В стеклянные я упираюсь сени, je me cogne contre un, comment dire ça,
contre une entrée, contre un seuil de verre. Куда же ты? Où donc vas-tu? На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит. Au repas de deuil d'une ombre bien-aimée, pour la dernière fois, la musique résonne. Je reprends. C'est un poème compliqué. Mais c'est un poème sur l'ombre bien-aimée et sur la musique de la gare. Disons ça comme ça. On ne peut pas respirer. Le ciel grouille de verre et pas une seule étoile ne parle. Mais Dieu le voit, il y a une musique au-dessus de nous. La gare tremble sous le chant des muses. Et de nouveau, déchiré par les sifflets des locomotives, l'air des violons est lié, est un. Un parc immense, le globe de verre de la gare, le monde de fer est de nouveau envoûté. Un wagon part solennellement au festin sonore vers l'Élysée brumeux. Le cri des pans et le fracas du piano. Je suis en retard, j'ai peur, c'est un rêve. Et j'entre dans la forêt de verre de la gare. L'armée des violons est pleine de troubles et de larmes. C'est l'origine farouche du cœur nocturne. Et l'odeur des roses dans les serres pourries où, sous le ciel de verre, avait passé la nuit l'ombre bien-aimée dans les foules errantes. И мнится мне, весь в музыке и пении, железный мир так нищенски дрожит. Et j'ai l'impression que, plein de musique et plein d'écume, le monde de fer tremble comme un miséreux, comme un mendiant. В стеклянные я упираюсь сени. Je me cogne dans un seuil de verre. Куда же ты? Où donc vas-tu? На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит. Au festin de deuil d'une ombre bien-aimée, c'est la première fois, c'est la dernière fois que joue pour nous la musique. Нельзя дышать, и твердь кишит червями. И ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами. Дрожит вокзал от пения алнит. И снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Voilà. Et sur cette ombre bien-aimée, pour la dernière fois que sonne la musique. Et après, Mandelstam va... Le sujet essentiel de... Non, un grand sujet de Mandelstam sera l'acceptation du temps. Comment vivre avec cette ombre dans un temps qui n'accepte pas cette ombre? Et ça, c'est tout le sujet d'une autre soirée. Merci beaucoup. André Markovitch, nous nous retrouvons ce soir, quelques jours après cet enregistrement, au cours duquel nous avons découvert un certain nombre de poètes russes. Et nous sommes ce soir aussi en compagnie d'Hélène Bleskine, qui nous a accueillis dans son appartement. Et je voudrais revenir avec vous à la fois sur le destin comme ça, de ces poètes, et puis aussi sur cette voix que nous avons entendue au cours de votre improvisation, qui est la voix de Dark Matova. Moi, j'ai été très touché
d'entendre Anna Akhmatova lisant le Requiem. Le Requiem, c'est un poème qu'elle a écrit donc entre 1935 et 1940, qui était entièrement secret. C'est-à-dire que, en fait, il n'était pas écrit. Elle l'écrivait et elle l'apprenait par cœur et elle le brûlait. Et elle avait 7 amies, des femmes, 7 amies qu'elle faisait venir régulièrement pour être sûre qu'elle s'en souvenait. Et qui ont fait ça de 1937 jusqu'à 1960. Elle venait régulièrement toutes les 7. Et Anna Akhmatova a accepté d'enregistrer ce poème seulement en 1962, après la parution en URSS d'une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Anna Akhmatova a été réellement l'écho du peuple à ce moment-là. Et alors que, naturellement, un poème pareil valait la peine de mort, mais il faut se souvenir que son deuxième mari avait été fusillé aussi, avait été en prison aussi, son fils était dans les camps. Et qu'elle vivait toujours sous la pression d'un chantage, c'est-à-dire qu'on menaçait son fils à travers elle. Et elle a écrit ça, qui est un poème absolument bouleversant et une des plus grandes choses qui est écrite en russe. Et j'ai été très sensible au fait d'entendre le grain de la voix d'Anna Akhmatova. On parle plus russe comme ça. Je sais pas, ma grand-mère parlait comme ça. Et c'est la langue, une splendeur, dans la prononciation, dans l'articulation. Il y a une espèce de chose absolument bouleversante là. Anna Akhmatova, donc, est décédée en 1966. Et elle a eu le temps de découvrir et d'encourager Joseph Brodsky, qui se réclamait d'elle. Et Brodsky est l'aboutissement de toute cette poésie de Pétersbourg, de toute cette littérature de Pétersbourg. Brodsky est l'aboutissement de cette littérature en exil, puisque donc il a été expulsé en 1972. Et Pétersbourg est la ville qui, m'a formé moi-même, puisque notre famille était de Pétersbourg. Et en fait, il se trouve que je traduis les auteurs de Pétersbourg, c'est-à-dire naturellement Pouchkine et puis la prose. Et le premier auteur de Pétersbourg, c'est quand même Dostoïevski. Et donc, faire entendre une ville dans sa tradition et dans ses différentes voix, je pense que ça, c'est un travail que je me suis fixé, mais en traduction, c'est-à-dire avec toujours cette subjectivité. On n'est pas du tout obligé de me suivre, mais c'est mon travail, c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois que j'y repense. Et voilà. Sur Mandelstam, donc voilà, il a été après 1921, il a écrit jusqu'en 1924. Entre 1924 et 1930, il a arrêté d'écrire de la poésie. Il a écrit de la prose. Au moment où il a compris que aucune concession, aucune vie n'était possible pour lui en Union soviétique, qu'il n'y avait pas d'accord avec le temps, que c'était pas possible. Il a écrit un texte absolument extraordinaire qui est paru aux éditions Christian Bourgois, qui s'appelle La 4e prose, sur la rupture avec la littérature et la primauté de la voix, puisque tous ces poèmes sont faits pour être dits oralement et pas pour être lus. Voilà, il a été arrêté une première fois en 1934, envoyé en exil au centre de la Russie, à Voronej, où il est resté pendant 3 ans dans la misère. Il écrivait à la fin, à Voronej, « Я еще отбрасываю тень », c'est-à-dire « j'ai encore une ombre derrière moi ».
il est revenu en 37, et en 38, il a été arrêté, il est mort. Voilà. Tous ceux que vous avez choisis, mis à part Akhmatova, en fait, y compris elle, puisqu'ils sont tous nés à la fin du 19e siècle, mais ont tous eu un destin tragique, et sont morts très jeunes. C'était le destin, pas Akhmatova. Sauf Akhmatova. Akhmatova, oui. C'était le destin de l'époque. C'est l'époque qui était comme ça, c'est pas simplement eux. Et ils étaient, comme je l'ai dit, ils étaient dans l'époque. Dans cette année 21. Dans cette année 21. Et tout le temps, ils ont choisi de rester en Russie. Et comprenaient ce que ça voulait dire. Hélène Bleskine, vous êtes avec nous et vous avez une grande passion pour les Russes. Et vous nous avez accueilli Andrei Markovitch dans votre appartement. Et puis une trentaine de personnes qui étaient là pour l'écouter, pour cet enregistrement. Et comme Andrei Markovitch le disait, les poèmes sont écrits aussi pour être dits plutôt que pour être lus finalement. Et donc vous avez ouvert les portes de votre appartement, qui avait une atmosphère très russe ce soir-là, à cette poésie. Et je voulais savoir un petit peu comment cet enregistrement résonnait aussi pour vous et comment les mots comme ça circulaient pour vous dans votre appartement. Mais je voudrais dire que mon père est né aussi à Pétersbourg, mais à l'époque c'était Leningrad, non d'ailleurs Petrograd, et donc d'accueillir André dans mon appartement, avec des amis, c'était partager une écoute de la poésie russe qui est en vérité une accélération du cœur. La poésie russe, c'est une musique. Et donc je pensais que, au fond, l'intériorité d'un appartement correspondait vraiment au halo de l'intime. Et donc c'est un moment qu'on partage et qui est très secret. Et je reprendrai une expression de André il parle du brasier secret de Tatiana dans Eugène Onegine de Pouchkine, et il dit Tatiana erre dans les bois, serrant contre son cœur un livre. Et pour moi, la poésie russe, c'est vraiment le cœur, le territoire de l'affectivité. Et le cœur et les larmes, la beauté et l'immersion. Et entendre les poèmes, c'est comme une consolation. C'est-à-dire même avec tout le tragique qui nous est transmis par la poésie, le tragique du XXe siècle en Russie, les entendre aujourd'hui, c'est une consolation. C'est un fil qui est tiré dans le temps. Et donc, c'est un fil de l'intériorité qui est transmis en amitié et qui est une flamme qui ne s'éteint pas. Et je voulais juste ajouter une chose, c'était en fait très russe, puisque les gens en Russie, en URSS, se retrouvaient dans les appartements et lisaient des poèmes, chantaient des chansons. Et dans cet appartement où il y a un portrait de Boris Pasternak, une photo d'Anna Akhmatova, où plein de peintres russes, où il y a, on sentait une chose qui moi me rappelait mon adolescence. Et en fait, c'était très surprenant parce qu'on était en Russie, en France. Voilà. Et donc, merci beaucoup. C'était Andrei Markovitch, lit et traduit à haute voix. Poème de Mayakovsky, Alexandre Blok, Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam.
enregistré en public le samedi 17 décembre 2005 dans l'appartement d'Hélène Bliskin. Prise de son, montage, mixage, Benoît Gaspard. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Blandine Masson. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 2006.